attention, bien, moi. J'aime bien apprendre, bien. J'aime bien apprendre, moi. Il faudrait, on est à 4 métiers. J'aime bien, voilà. Hold up. Hold up. Think rate. Hold up. Allez, tire. Hold up. Allez, on tire. On tire, on tire, on Hold tire. up. Hold up. On va taper. Hold up. Mais c'est pas vrai. Hold up. Mais qu'est-ce qui se passe? Le dimanche 31 mai 2009, un Airbus A330-200 exploité par la compagnie Air France est programmé pour effectuer le vol régulier Air France 447 entre Rio de Janeiro Galeão et Paris-Charles de Gaulle. 12 membres d'équipage, 3 PNT, 9 PNC et 216 passagers sont à bord. Bien que les détails sur le séjour de l'équipage à Rio soient limités, on sait que le copilote, qui devait piloter l'avion, était accompagné de sa femme. On peut donc imaginer qu'il n'était pas totalement reposé au moment du départ de Rio, comme on pense que c'était le cas pour les 2 autres pilotes à bord. Le décalage horaire entre Paris et Rio de Janeiro a pu perturber le rythme circadien de l'équipage, rendant le sommeil moins réparateur. Le départ de nuit est une période où la vigilance humaine est naturellement réduite. Il y avait beaucoup de nationalités à bord du vol Air France 447. Parmi eux, 58 Brésiliens et 61 Français. Air France venait d'acquérir l'avion et il était en parfait état. À son arrivée à Paris, il devait changer ses sons de pitot. Le départ est prévu à 22h. Vers 22h10, l'équipage est autorisé à mettre en route les moteurs et à quitter son poste de stationnement. Compte tenu de la durée de vol prévue et conformément au manuel d'exploitation d'Air France ainsi qu'à la réglementation en vigueur, l'équipage était renforcé par un copilote supplémentaire. L'équipage a évoqué la nécessité de traverser une zone de convergence intertropicale. Cette zone est une vaste région de séparation entre les masses d'air de part et d'autre de l'équateur, où convergent les alizés du nord-est et du sud-est. Soumise à de grands déplacements saisonniers sur les terres, elle se déplace moins sur la mer et est la cause d'orages violents. Des nuages verticaux peuvent s'élever jusqu'à 60 000 pieds, contenant de l'eau en surfusion, ce qui nécessite une grande vigilance de la part des pilotes, car de la glace peut se former sur l'avion, notamment sur les ailes, altérant ainsi les capacités aérodynamiques, ou sur les sondes pitot, empêchant une lecture correcte de la vitesse. L'équipage était habitué à ce type de météo et avait anticipé durant le briefing qu'il devrait éviter ces conditions. Le commandant de bord avait 58 ans. Son expérience totale s'élevait à 11 000 heures de vol, dont 6 000 en tant que capitaine. Sur ce type d'appareil, il avait accumulé 1700 heures de vol, toutes en qualité de commandant de bord. Il avait effectué 16 rotations sur le secteur de l'Amérique du Sud depuis son arrivée dans la division A330 et A340 en 2007. Le copilote, assis à l'arrière de l'avion et qui prendra la place du commandant de bord plus tard, totalisait 6 000 heures de vol. Sur ce type d'appareil, il comptait 4 000 heures, ce qui faisait de lui le pilote le plus expérimenté sur type de l'équipage. Le copilote assis à droite, âgé de 32 ans, avait quant à lui un peu moins de 3 000 heures de vol, dont 800 sur ce type d'appareil. C'était le membre le moins expérimenté de l'équipage. Le décollage a lieu à 22h29. Juste après le décollage, le copilote assis à l'arrière du cockpit est allé se reposer conformément aux procédures d'Air France pour une durée de 3 heures. Il est impossible de comprendre ce qu'il s'est passé durant ce vol sans aborder quelques notions préalables. Durant un vol, les pilotes ont besoin d'informations cruciales. L'une d'elles est la vitesse. La vitesse est déduite de la mesure de deux pressions, la pression totale
par l'intermédiaire d'une sonde pitot et la pression statique par l'intermédiaire d'une prise de pression statique. Le tube pitot est un instrument utilisé pour mesurer la vitesse d'un fluide, souvent utilisé en aviation pour déterminer la vitesse de l'air par rapport à l'avion. Dans un avion tel que l'Airbus A330, les tubes pitot et les ports statiques jouent des rôles complémentaires essentiels dans la fourniture de données critiques pour la navigation et le contrôle de l'avion. Les Air Data Modules, ADM, de l'Airbus A330 intègrent les données des sondes pitot et des ports statiques pour fournir des informations complètes et précises au système de l'avion. Ils corrigent également les données pour des facteurs comme la température et la densité de l'air afin de fournir des mesures de vitesse vraies et d'altitude corrigées. Les données traitées sont ensuite envoyées aux instruments du cockpit, tels que l'indicateur de vitesse, l'altimètre et les systèmes de gestion de vol, FMS. En cas de givrage des tubes pitot, les pilotes doivent appliquer une procédure appelée IAS douteuse. Cette procédure rappelle tout d'abord les actions immédiates de la manœuvre d'urgence. Elle donne ensuite dans un tableau les valeurs d'assiette longitudinale et de poussée à adopter pour assurer un palier. L'Airbus A330 est un avion à commandes électriques, ce qui signifie que les entrées des pilotes sur leurs manches latérales et les gouvernes sont interprétées électroniquement par un ordinateur, puis transmises aux actionneurs hydrauliques des commandes de vol pour leur exécution. Ce système présente de nombreux avantages, notamment en rendant l'avion plus léger. Mais surtout, il permet à l'avion de surveiller des paramètres de sécurité spécifiques pour éviter tout dépassement du domaine de vol. Des paramètres comme les angles de roulis et de tangage excessif sont scrutés, tout comme les vitesses maximales et minimales, ainsi qu'une multitude d'autres paramètres. Seules les manœuvres vraiment extrêmes et potentiellement dangereuses sont bloquées par le système. Cependant, les commandes électriques exigent que les pilotes comprennent bien leur fonctionnement et sachent quand ces protections sont actives ou non. Pour que ces protections fonctionnent correctement, les ordinateurs qui les surveillent doivent être certains qu'ils utilisent dès le départ des paramètres corrects. Si tel n'est pas le cas, les ordinateurs se désengageront et supprimeront ces protections, simplement parce qu'ils ne sont pas sûrs de la situation réelle. Ces ordinateurs, qu'on appelle ADIRU, Air Data Inertial Reference Unit, reçoivent leurs données de diverses sources comme entre autres les sondes pitot, les ports statiques et les unités de référence inertielles. Ils combinent toutes ces données en 3 unités de référence de données aéronautiques qui forment ensemble le système de référence inertielle. Tant que toutes les 3 ou au moins 2 de ces ADR sont en accord les unes avec les autres, les ordinateurs de contrôle de l'avion sont satisfaits et il peut continuer à fonctionner en ce qu'on appelle la loi normale. La loi normale signifie que toutes les protections sont disponibles et qu'il est pratiquement impossible de faire décrocher l'avion ou de le mettre dans une situation instable. Mais si 2 ou plus des ADR commencent à envoyer des informations erronées, plusieurs choses se produiront rapidement. Tout d'abord, ces incohérences pourraient affecter le système de pilotage automatique, comme l'autopilote, l'automanette et les directeurs de vol. L'avion ne tentera pas de naviguer ou de contrôler l'avion s'il n'est pas sûr de ce qui se passe. Il laissera la main au pilote pour qu'il comprenne. En suivant cette même logique, les ordinateurs de contrôle de l'avion passeront de la loi normale à la loi alternate 1 ou à la loi alternate 2 en fonction de la gravité des problèmes. La différence entre la loi normale et la loi alternate 2, qui deviendra bientôt pertinente dans ce vol, est que les protections que l'avion a normalement concernant l'angle d'attaque maximum ou la protection contre le décrochage ne sont plus disponibles. Cela se traduira par la suppression des indicateurs d'avertissement comme la barre sur le directeur de vol, ainsi que des croix jaunes où les limitations seraient normalement indiquées. L'autre différence est que le contrôle de roulis de l'avion change. En loi normale, les entrées de roulis sur le manche latéral commandent un taux de roulis spécifique de l'avion. Si le pilote entre une certaine valeur de roulis à maintenir, l'avion le fera et par exemple, les perturbations dues aux rafales seront compensées. Il sera essentiellement très stable et facile à manipuler. Mais en loi alternate 2, le manche latéral donnera des commandes directes aux ailerons et aux spoilers plutôt que de commander un taux de roulis spécifique,
Cela signifie qu'il n'y aura pas de protection de roulis ou de contrôle de stabilité. Cela rendra également l'avion plus sensible aux roulis, surtout à des altitudes plus élevées où il y a moins d'amortissement aérodynamique en raison de l'air plus mince. Une autre différence majeure entre un avion conventionnel et un Airbus à commandes électriques est le système de compensation de tangage. En vol manuel sur un avion conventionnel, le manche contrôle directement les gouvernes et la compensation doit être effectuée délibérément par les pilotes. Dans les avions Airbus, lorsque le pilote règle un tangage spécifique, les gouvernes de profondeur initient le mouvement et le stabilisateur horizontal massif se déplace automatiquement pour maintenir ce tangage sans aucune intervention du pilote. Cela signifie également qu'il n'y a pas de retour tactile significatif du manche si l'avion entre dans une position de compensation étrange en raison d'une faible vitesse par exemple, ce qui serait le cas sur un autre avion comme le 737. Peu après minuit, l'avion était en croisière au niveau de vol 350. Le pilote automatique et l'autopoussée étaient engagés et le transfert de carburant automatique dans le trim tank avait été effectué pendant la montée. Le vol était calme. Vers 1h35, l'avion est arrivé au point Untol et l'équipage a quitté la fréquence de Recife pour passer en communication HF avec le centre de contrôle Atlantico. Un essai Selcal a été effectué avec succès, mais les tentatives de connexion ADS-C avec Dakar Océanique ont échoué. Peu après, le copilote a modifié l'échelle de son ND de 320 nautiques à 160 nautiques et a constaté qu'il y a un truc droit devant. On ne connaît pas les images de la situation météorologique dont disposait l'équipage sur les ND, qui ne sont pas enregistrées. Toutefois, on peut raisonnablement déduire de l'image satellite de la situation à traverser que l'équipage était confronté à des informations nécessitant une surveillance active et des ajustements tactiques de la navigation pour contourner les foyers orageux, comme l'ont fait d'autres équipages se trouvant dans la même zone au même moment. Le risque associé à la traversée de la ZCIT a été discuté par l'équipage à plusieurs reprises. Le commandant de bord et le pilote aux commandes ont constaté qu'ils entrèrent dans la couche de nuages et ont discuté de la stratégie à adopter. Pour éviter d'évoluer dans la couche nuageuse lors de la traversée de la ZCIT, le pilote aux commandes a exprimé le désir de changer de niveau de vol pour évoluer au-dessus de la couche nuageuse, bien qu'il ait reconnu qu'il n'était pas possible pour l'instant de monter de 2 niveaux. Il a fait plusieurs suggestions sur les niveaux de vol et la température, envisageant même de demander un niveau 360 non standard. Ces interventions témoignaient d'une réelle préoccupation au-delà de la simple conscience d'un risque opérationnel, une certaine inquiétude étant perceptible dans son insistance. Le commandant de bord s'est montré très peu réactif vis-à-vis des préoccupations exprimées par le pilote aux commandes à propos de la ZCIT. Il n'a pas répondu à ces préoccupations par une décision ferme et claire, une stratégie ou des consignes pour la suite du vol. Il était d'usage chez Air France de prendre une certaine marge par rapport au niveau de vol maximal recommandé, ce qui explique pourquoi l'équipage n'a pas envisagé de monter au niveau 370. Le commandant de bord n'a pas exprimé ni expliqué clairement sa position. Il semblait avoir une bonne expérience de la zone de convergence et ne paraissait pas personnellement inquiet. Au pire, il s'attendait à être gêné dans son repos par la turbulence. Il avait perçu les turbulences et observé les feux de Saint-Elme, mais il semblait juger la traversée de la zone de convergence intertropicale comme normale, en se basant sur les informations disponibles sur le radar. Le commandant de bord a confirmé avec l'équipage que la température élevée ne leur permettait pas de monter au niveau 370. À 1h45, l'avion est entré dans une zone légèrement turbulente, juste avant le point Salpu. L'équipage a diminué l'éclairage en poste et allumé les phares pour voir dehors. Quelques minutes plus tard, les turbulences se sont légèrement renforcées. Le commandant de bord a réveillé le second copilote et a annoncé « Il va prendre ma place ». Vers 2 heures, après avoir quitté son siège, le commandant de bord a assisté au briefing entre les 2 copilotes, au cours duquel le pilote aux commandes, assis à droite, a dit notamment que « le petit peu de turbulence que tu viens de voir, on devrait trouver le même devant ».
Le choix de la plage horaire de repos fait par le commandant de bord est compréhensible au regard des éléments suivants. Pour lui, la traversée de la zone de convergence se présentait comme normale vis-à-vis des risques connus et des informations disponibles. L'OPL assis en place gauche était 3 fois plus expérimenté à la fois sur l'avion et les rotations en Amérique du Sud que le commandant de bord lui-même. Cependant, le commandant de bord n'a pas désigné explicitement son suppléant en présence des 2 OPL, ni laissé de consignes particulières pour la traversée de la zone de convergence. Les communications VHF étaient initialement utilisées depuis la FIR de Brasilia, puis le contrôle a été transféré à Recife Control, qui a été le dernier à avoir un contact radar avec le vol alors qu'il survolait principalement des terres. La DSC aurait dû permettre un suivi continu via des rapports automatiques envoyés par l'avion via satellite. La DSC, Automatic Dependent Surveillance Contract, est une technologie de surveillance automatique qui permet à l'avion de transmettre automatiquement des données de position, de vitesse et d'altitude à un centre de contrôle via des réseaux de communication satellite ou HF. Cela permet de suivre l'avion même dans les zones où le radar conventionnel n'est pas disponible, assurant ainsi la sécurité et la gestion efficace des vols transocéaniques. Cependant, des erreurs de format dans le plan de vol ont empêché les pilotes de se connecter à ce système, compromettant la capacité des contrôleurs à suivre précisément la position de l'avion dès qu'il a quitté la couverture radar conventionnelle. Les 2 copilotes discutent encore de la température et de l'altitude maximale recommandée. Les turbulences augmentent légèrement. À 2h06, le pilote aux commandes appelle les PNC en leur disant « Dans 2 minutes, on devrait attaquer une zone où ça devrait bouger un peu plus que maintenant. Il faudrait vous méfier. » Et il ajoute « On rappelle dès qu'on est sorti de là. » Vers 2h08, le PNF propose d'altérer un peu à gauche. Le mode heading est activé et le cap sélectionné diminue de 12 degrés par rapport à la route. Le PNF passe le réglage de gain du radar météo au maximum après s'être aperçu qu'il était en mode calibré. Ils ont perçu un changement dans le bruit de fond dans le cockpit. Ce bruit ressemblait à de la pluie frappant le cockpit. En même temps, le premier officier a remarqué que la température augmentait et a demandé si le pilote de relève avait fait quelque chose avec la climatisation. Il a ensuite demandé « C'est quoi cette odeur ?» Le pilote de relève a reconnu l'odeur comme étant de l'ozone et a calmé son collègue en lui expliquant ce qu'était l'ozone. Ces commentaires ainsi que les précipitations entendues à l'extérieur de l'avion étaient tous des signes du type de phénomène météorologique dans lequel l'avion volait maintenant. Le changement de température et d'humidité ressenti dans le cockpit était probablement un autre signe de la grande quantité d'eau ou de glace étant soudainement aspirée dans les moteurs, submergeant partiellement le système de climatisation. Le bruit de fond s'est intensifié et des cristaux de glace frappaient maintenant le cockpit. La turbulence s'est intensifiée et le premier officier a réduit la vitesse commandée de Mach 0.82 à 0.8, ce qui était la vitesse de pénétration de la turbulence. Jusqu'à ce point, l'avion fonctionnait parfaitement et les 2 pilotes étaient détendus et surveillaient simplement le pilote automatique. Nous ne savons pas exactement ce qui l'a causé, mais il est très probable que les cristaux de glace qui frappaient maintenant l'avion à l'extérieur ont commencé à submerger les sondes Pitot qui fournissaient des informations cruciales aux 3 Air Data Modules. À 2h10, le pilote automatique puis l'autopoussé se désengage et le pilote aux commandes annonce « J'ai les commandes ». L'angle de roulis passe en 2 secondes de 0 à 8 degrés à gauche sans aucune action sur les mini-manches. L'avion part en roulis à droite et le pilote aux commandes exerce une action à gauche et à cabrer. Ces actions sont brusques et excessives. Il a pu détecter une perte d'altitude d'environ 300 pieds et une vitesse verticale de l'ordre de 600 pieds par minute en descente. L'alarme de décrochage se déclenche brièvement 2 fois de suite. Les paramètres enregistrés montrent une chute brutale d'environ 275 nœuds vers 60 nœuds de la vitesse affichée du côté gauche, puis quelques instants plus tard, de la vitesse affichée sur l'instrument de secours ISIS. Ainsi, après avoir identifié la perte des informations de vitesse, le PNF a porté son attention sur l'ICAM, sans doute pour chercher à préciser son diagnostic
et suivre les éventuelles actions affichées. Il a commencé à lire les messages et a ainsi mentionné la perte de l'autopoussée et le passage en loi alternate. L'affichage successif de différents messages a probablement ajouté de la confusion dans l'analyse et la gestion de la situation par l'équipage. En l'absence d'un message particulier, exprimant la détection par les systèmes d'une incohérence de vitesse, l'équipage n'a pas été en mesure d'identifier de logique entre les symptômes perçus et ces messages ICAM. Ce qui pouvait alors apparaître comme une accumulation de pannes n'a probablement pas incité l'équipage à faire rapidement le lien avec une procédure particulière, en l'occurrence la procédure vol avec IAS douteuse. Les directeurs de vol ne sont pas désengagés par l'équipage, mais les barres de tendance disparaissent. Le pilote aux commandes exerce des actions rapides et de grande amplitude en roulis, quasiment de butée à butée. Il a également une action à cabrer qui fait augmenter l'assiette de l'avion jusqu'à 11 degrés en 10 secondes. Que les actions à cabrer du pilote aux commandes soient volontaires ou non, elles ne font pas l'objet d'une verbalisation vers le PNF. Il est à noter que les actions appliquées par un pilote sur un mini-manche ne sont pas facilement observables par l'autre pilote et que les conditions de vol de nuit en rendent plus difficile la surveillance. Le PNF lit les messages ICAM de manière désordonnée. Il mentionne la perte de l'autopoussée et le passage en loi alternate. L'ICAM mentionne une vitesse maximum à ne pas dépasser mais ne fait pas mention d'une vitesse minimum, ce qui peut laisser supposer aux équipages que le risque principal est la survitesse. Le pilote aux commandes va vouloir sortir les speed brakes avant que le PNF l'en empêche, ce qui est la preuve qu'il pense que l'avion est en survitesse. Le PNF annonce et enclenche l'antigivrage des ailes. Le PNF constate que l'avion monte et demande plusieurs fois de suite au pilote aux commandes de redescendre. Ce dernier fait alors plusieurs actions à piquer, qui ont pour conséquence de réduire l'assiette et la vitesse verticale. L'avion se trouve vers 37 000 pieds et continue à monter. 30 secondes plus tard, la vitesse affichée côté gauche redevient valide et est alors de 223 nœuds. La vitesse de l'ISIS est toujours erronée. L'avion a perdu environ 50 nœuds depuis la déconnexion du pilote automatique et le début de la montée. 2 secondes plus tard, l'assiette est revenue un peu en dessous de 6 degrés. Le roulis est contrôlé, l'incidence est légèrement inférieure à 5 degrés. Le PNF appelle plusieurs fois le commandant de bord. L'alarme de décrochage se déclenche à nouveau, de façon continue, mais ne donne lieu à aucune réponse de la part de l'équipage. Lorsque l'avion indiquait 60 nœuds, l'alarme de décrochage s'arrêtait car les systèmes pensaient que l'avion était au sol, car de telles vitesses sont impossibles en vol. Dès que la vitesse revenait, l'alarme se redéclenchait, car l'avion était dans une plage, où le décrochage était possible. Cela a eu pour effet pervers de faire croire au pilote qu'il décrochait lorsqu'en fait, il reprenait de la vitesse. Alors que l'alarme de décrochage retentit depuis 9 secondes, le plafond de propulsion est franchi avec une vitesse verticale encore largement positive et une vitesse sur trajectoire qui, de ce fait, est décroissante. À ce point, seule une mise en descente de l'avion par un ordre à piquer au manche aurait permis de revenir dans le domaine de vol. La diminution rapide de vitesse s'est accompagnée d'une augmentation de l'incidence. Le plafond de sustentation, au Mach, auquel l'avion volait à ce moment-là, est franchi quelques instants après le plafond de propulsion. Sur sa lancée, l'avion continue de monter. L'énergie cinétique de l'avion diminue au profit de l'énergie potentielle jusqu'à un point où il ne peut que redescendre. Les manettes de commande de poussée sont placées sur le cran Toga et le pilote aux commandes donne des ordres à cabrer. Le plan horizontal réglable, PHR, débute un mouvement à cabrer et passe de 3 à 13 degrés à cabrer en environ 1 minute. Il restera dans cette position jusqu'à la fin du vol. Une quinzaine de secondes plus tard, le pilote en fonction tire constamment sur le side stick, maintenant l'avion en cabrage excessif, sans s'en rendre compte. Le pilote ne percevait pas directement les signes de décrochage imminent, ceux qui auraient pu être plus évidents avec le système de contrôle de Boeing. Une quinzaine de secondes plus tard, l'ADR-3 étant sélectionné sur le pilote aux commandes côté droit, la vitesse du pilote aux commandes redevient valide en même temps que celle de l'ISIS. 3 secondes plus tard, le PNF dit que la vitesse est bonne côté droit. L'avion atteint son altitude maximale de 38 000 pieds
la vitesse verticale devient négative. Le décrochage s'aggrave. Le PNF propose une action sur le manche, mais le pilote aux commandes ne l'accueille pas favorablement et répond qu'il a les commandes. Il n'y a aucune alarme de décrochage. Le PNF tente de reprendre la main par 2 fois, sans effet. Le commandant de bord est de retour dans le cockpit à 2h11:32. Les informations de vitesse sont redevenues valides au moins sur 2 des 3 dispositifs de visualisation. Les alarmes de décrochage retentissent à nouveau pendant quelques secondes. Le pilote aux commandes dit qu'il n'a plus aucune indication. Durant les 30 secondes suivantes, l'avion descend sur sa lancée vers 35 000 pieds et l'incidence n'est pas inférieure à 40 degrés. La puissance des moteurs n'est pas redressée et reste au régime Toga. 18 secondes plus tard, les 3 dispositifs de visualisation de la vitesse sont à nouveau valides et indiquent des valeurs proches. À 2h12, la procédure IAS douteuse est débutée, mais elle n'est pas menée à son terme car l'avion est déjà dans une situation de décrochage profond. L'équipage est complètement désorienté et la trajectoire de l'avion devient erratique avec une grande amplitude d'action de commande. Le commandant de bord reprend les commandes, mais l'incidence reste excessive et l'avion continue à descendre rapidement. Le pilote aux commandes dit « Mais je ne comprends pas, je tire depuis tout à l'heure. » C'est à ce moment que le commandant de bord comprend enfin ce qui se passe. Malheureusement, cette prise de conscience arrive trop tard. L'avion est alors à 10 000 pieds et continue de chuter. À ce stade, les pilotes ne peuvent plus rien faire. Sink rate, pull up. Sink rate, pull up. Sink rate, pull up. Sink rate, pull up. Les recherches concernant le vol Air France 447 se sont déroulées en plusieurs phases complexes et méthodiques. Dès la disparition de l'avion, une opération de recherche et de sauvetage a été lancée. Cette première phase a impliqué des avions et des navires de plusieurs pays, principalement la France et le Brésil. Les efforts étaient concentrés sur la dernière position connue de l'avion, déterminée par les signaux automatiques envoyés via le système le Aircraft Communication Addressing and Reporting System. Cependant, malgré les recherches intensives, seuls des débris flottants et quelques corps ont été retrouvés dans les jours suivant l'accident. Avec la localisation de la zone de l'accident, la priorité est devenue la récupération des enregistreurs de vol, essentiels pour comprendre les causes du crash. Plusieurs tentatives ont été faites pour retrouver les boîtes noires, mais les conditions de l'océan et la profondeur de l'eau ont rendu cette tâche extrêmement difficile. Des navires équipés de sonars et de véhicules sous-marins télécommandés ont été utilisés, mais sans succès immédiat. Les recherches ont repris avec plus de détermination en 2010, soutenues par des technologies avancées et une meilleure compréhension des courants océaniques. En avril 2011, les efforts se sont intensifiés avec l'utilisation de robots sous-marins capables de plonger à des profondeurs de plus de 3000 mètres. Finalement, en avril 2011, les enregistreurs de vol et une grande partie de l'épave ont été localisés et remontés à la surface. Cette découverte a été cruciale pour l'enquête. Une fois les enregistreurs de vol récupérés, ils ont été envoyés au bureau d'enquête et d'analyse, BEA, en France pour une analyse approfondie. Les données récupérées des enregistreurs de paramètres de vol, FDR, et de la cabine de pilotage, CVR, ont fourni des informations précieuses sur les derniers moments du vol Air France 447. L'analyse a révélé que l'avion avait subi un décrochage à haute altitude suite à une incohérence des vitesses mesurées par les sondes Pitot, conduisant à une perte de contrôle par l'équipage. En juillet 2012, le BEA a publié son rapport final sur l'accident. Le rapport a mis en lumière une combinaison de facteurs, y compris des défaillances techniques, une formation inadéquate des pilotes pour gérer ce type de situation et des lacunes dans la gestion de l'information par l'équipage. Des recommandations ont été faites pour améliorer la formation des pilotes, la conception des avions et les procédures opérationnelles afin de prévenir de tels accidents à l'avenir. Suite à la publication du rapport du BEA, plusieurs actions judiciaires ont été entreprises par les familles des victimes contre Air France et Airbus. L'accident a gravement affecté l'image d'Air France.
suscitant des interrogations sur la sécurité de ces opérations et la compétence de ces équipages. De nombreux signalements avaient été faits concernant les sondes Pitot utilisées sur les avions d'Air France avant l'accident. En effet, pas moins de 12 signalements avaient été enregistrés. Air France a participé au financement des opérations de recherche de l'épave et des enregistreurs de vol, ainsi qu'aux analyses de ces derniers. L'accident du vol Air France 447 a eu un effet domino sur l'industrie aéronautique, incitant les constructeurs d'avions comme Airbus à améliorer la conception de leurs appareils et à renforcer la robustesse de certains composants critiques. Des collaborations renforcées entre les compagnies aériennes, les constructeurs et les autorités de régulation ont émergé pour prévenir de futurs accidents similaires. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce la faute des pilotes, des systèmes d'Airbus ou de la gestion des signalements par Air France? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là et à très bientôt pour plein de nouveaux contenus.